Jamais un président français n'avait autant foulé la terre africaine pendant son mandat. Emmanuel Macron poursuit donc sa tournée. Il est aujourd'hui et demain au Kenya, à Nairobi, co-organisateur avec William Ruto du sommet Afrique-France. C'est la première fois que l'événement a lieu en terrain anglophone. Il sera question de gros sous et pas ou peu de politique. On retrouve d'abord Bastien Renouille à Nairobi. Aujourd'hui, donc ce premier jour de sommet, c'est principalement tourné vers le business. Il y a environ 6000 délégués français et africains, représentants des entreprises, qui se sont réunis ici à Nairobi pour se rencontrer, pour discuter de nouvelles opportunités et éventuellement signer des contrats. Ils sont réunis dans ce bâtiment derrière moi où il y a plusieurs scènes différentes qui parlent de différents enjeux du continent, l'agriculture, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la santé, et qui donc vont échanger durant toute la journée. Ces entreprises qui cherchent à attirer les investissements français, il faut le dire, en Europe et en France, investir en Afrique, c'est souvent perçu comme compliqué, comme risqué. Alors l'objectif, c'est de permettre à des entreprises françaises qui ne connaissent pas très bien le continent de pouvoir rencontrer des partenaires ici et les rassurer, leur montrer qu'il est possible de faire des affaires en Afrique. Et puis demain, ce sera un sommet entre chefs d'État et chefs de gouvernement, 35 représentants de gouvernement, nous dit l'Élysée, qui vont se réunir en séance plénière pour parler là aussi de nombreux enjeux qui touchent le continent, pour que la France puisse comprendre comment elle peut mieux répondre à leurs attentes, comment elle peut travailler avec le continent, et ce, afin de faire passer un message, comme vous le disiez au début de cette émission, la France-Afrique, c'est terminé maintenant, c'est une relation d'égal à égal, selon l'Élysée. Bastien Renouille tout à l'heure à Nairobi. Bonjour Nicolas Normand. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de France 24. Vous avez été ambassadeur de la France au Mali, au Congo, au Sénégal. On vous doit aujourd'hui le grand livre de l'Afrique qui est paru chez Erol, qui a été réédité il y a quelques années maintenant. Vous connaissez bien ces sommets. Alors on les appelle aujourd'hui Afrique-France. Avant c'était plutôt France-Afrique. En fait c'était une fois sur deux. Il y en a eu 28 avant l'actuel. Et c'était une fois sur deux en Afrique. À ce moment-là on l'appelait Afrique-France, et sinon quand c'était en France, on l'appelait France-Afrique. Et le dernier donc que vous avez couvert, c'est en 2017 à Bamako, au Mali. Oui, le dernier sous sa forme traditionnelle, c'était à Bamako en janvier 2017. J'en faisais partie puisque j'avais été invité par les autorités maliennes. Et c'est quoi l'enjeu alors de ces grands rendez-vous ? C'est des rencontres, alors là on est plus axé sur l'économie, à l'époque c'était plus politique ? C'était plus politique, mais en fait on écoutait les doléances surtout des chefs d'État africains. C'était l'occasion pour le président français d'avoir une écoute directe des préoccupations des chefs d'État africains. Par exemple, la question de la dette a été beaucoup évoquée. C'est à la suite de ça que François Mitterrand avait décidé l'annulation de la dette contre l'avis de ses propres services. En fait, la direction du Trésor à l'époque était opposée. Moi, j'avais fait savoir au président, à l'époque, j'étais conseiller Afrique du ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas. J'avais fait savoir au président, en réaction à ces discussions, qu'il fallait effectivement annuler la dette parce que, en fait, les pays n'avaient pas la capacité de rembourser de toute façon. Donc, on avait prêté imprudemment. Et donc aujourd'hui, ça se passe en terrain anglophone. Est-ce que vous y voyez quelconque changement ? Est-ce que c'est symptomatique pour vous de l'évolution de la politique française, en tout cas d'Emmanuel Macron en Afrique ? Il faut rappeler que les chefs d'État anglophones étaient déjà invités au sommet Afrique-France ou France-Afrique auparavant. Ça a commencé en 1973, le premier sommet, et à partir des années 80, les anglophones étaient invités. Donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est effectivement que ça se tienne dans un pays anglophone, le Kenya cette année, et également le format est assez différent puisque ça commence par un forum des affaires et ensuite il y a une réunion des chefs d'État. Apparemment il n'y aura pas les 54 chefs d'État ou de gouvernement de l'Afrique, il y en aura un peu plus de 20 si tout se passe bien, d'abord parce qu'on est fâché avec certains d'entre eux et d'autres ne viennent pas pour différentes raisons, et parce que c'est aussi très axé sur les questions économiques qui sont des questions importantes. Sur les questions politiques, c'est pas traité tellement avec la France finalement, c'est traité entre eux, avec l'Union africaine et entre participants directs des conflits. Mais c'est une volonté de percer dans une zone où la France brille peu, en Afrique anglophone, ou alors c'est une alternative aux pays africains francophones qui ont chassé la France, ou en tout cas où le sentiment anti-français domine ? Alors il y a deux aspects. Sur le plan économique, il s'agit effectivement de développer un peu plus nos relations avec les pays anglophones d'Afrique. Nos premiers partenaires commerciaux sont des pays anglophones, n'est-ce pas ? C'est le Nigeria et l'Afrique du Sud. Cela étant, le Kenya, où ça se passe, c'est un partenaire très marginal pour la France, puisque c'est le centre
3e client de la France, donc ça ne va pas très loin. Et pour les Kenyans, nous sommes le 18e acheteur de leurs produits. Donc nos relations sont faibles. D'une façon globale, nos exportations vers l'Afrique représentent 3% du commerce français, extérieur français, dont 1% pour l'Afrique francophone, 1% pour la zone anglophone et 1% pour l'Afrique du Nord. Mais ça, c'est l'aspect économique. Donc c'est une excellente chose quand même de vouloir développer les investissements et les relations commerciales avec les pays anglophones. Maintenant, sur le plan politique, c'est présenté largement comme une espèce de compensation ou pour effacer quelque peu les revers, les difficultés que la France a connues en Afrique francophone. Alors, ces difficultés, ce n'est pas avec toute l'Afrique francophone, il faut le rappeler, c'est surtout concentré sur les 3 pays du Sahel central, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Il y a aussi quelques difficultés avec d'autres pays, la RCA, même le Sénégal, voilà. Donc, on a un peu des difficultés avec l'Afrique francophone. Cela étant, je crois que cette bonne initiative n'efface pas quand même les erreurs de la politique africaine du président Emmanuel Macron. Ces erreurs, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas renouvelé finalement la politique africaine, n'est-ce pas ? Rappelez-vous qu'au début de son quinquennat, en 2017, il avait fait un grand discours à Ouagadougou où il prétendait vouloir changer complètement la politique africaine de la France. En réalité, il a continué sur discours qui avait été mal compris ou pas, selon vous, quand il avait demandé au président de l'époque de changer la clim. C'était pas à la France de le faire. Il y avait eu des maladresses dans l'expression. Il avait traité avec un certain paternalisme. Il avait un peu tenté de ridiculiser involontairement le chef d'État du Burkina. C'était mal passé. Donc il a un problème quand même d'approche avec les Africains, un langage souvent paternaliste ou des injonctions. Il les avait convoqués, je crois aussi. Il les avait convoqués à Pau aussi. C'était mal passé, oui. Oui. Alors, en fait, il avait repris les défauts de la France-Afrique, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, le franc CFA, il n'a pratiquement pas changé. Les bases militaires, il a fallu pratiquement qu'on se fasse expulser. On ne les avait pas fermées, alors que moi, j'avais moi-même dit depuis longtemps qu'il fallait les fermer. Et puis, surtout l'opération Barkhane, n'est-ce pas ? Lorsqu'il est arrivé en 2017, ça durait depuis 2013-2014, l'opération Barkhane. On pouvait faire un bilan, on pouvait constater que ça fonctionnait mal, que le djihadisme n'était pas battu, qu'au contraire, il se répandait. Au lieu de cela, il a totalement continué l'opération Barkhane sans aucun changement, jusqu'à l'échec final, jusqu'à que finalement... Jusqu'à le retrait forcé. Jusqu'au retrait forcé. Et voilà, donc c'était un fiasco qui était prévisible en 2017, n'est-ce pas ? Et donc les bases, les injonctions politiques sur ce qu'il faut faire, le franc CFA et les expéditions militaires, tout ça, c'était un peu la France-Afrique, et il ne l'a pas changé. Donc, mais il a été confronté quand même au coup d'État au Mali. Non, mais les coups d'État sont... Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, à la demande aussi de plus en plus de souverainisme des peuples africains. Oui, mais le premier coup d'État, c'était au Mali, c'était en août 2020. N'est-ce pas ? Donc, il y avait 3 ans déjà pendant lesquels il aurait pu faire des changements. Et s'il y a eu des coups d'État en 2020 et surtout en 2021 au Mali et ensuite en 2022 au Burkina et au Niger, en 2023 au Niger, eh bien, c'est parce qu'on avait échoué à avoir des relations normales, respectant notamment la souveraineté de ces pays. L'armée française se comportait en pays conquis, en pays occupés, n'est-ce pas ? Il faut rappeler qu'après le 2e coup d'État au Mali, en mai 2021, Emmanuel Macron a décidé de suspendre la coopération militaire sans retirer l'armée française du Mali. Donc l'armée française devenait en quelque sorte officiellement une armée d'occupation. Évidemment, c'est une violation majeure de la souveraineté du Mali. Et donc les réactions des pays du Sahel étaient compréhensibles et même quasiment prévisibles, puisqu'on ne peut pas bafouer la souveraineté des pays de cette façon-là. De même, l'armée française de Barkhane se comportait seule, n'est-ce pas, collaborait très peu avec l'armée locale, associait très peu les autorités politiques maliennes, communiquait seule. Tout ceci était ressenti comme des violations de la souveraineté du pays. Même si des soldats français sont morts sur le terrain militaire face aux djihadistes. Oui, enfin, ça partait d'un bon sentiment, puisqu'on voulait réellement se battre contre les djihadistes, bien évidemment. Il y a eu quand même 58 militaires français qui sont morts au combat contre les djihadistes. Donc, pour la défense du Mali, ils sont morts pour la France, mais aussi pour la liberté du Mali. Donc, tout ceci laisse un souvenir amer, évidemment, aux autorités françaises, en particulier aux militaires et à leurs familles.
parce que ça s'est très mal terminé. Mais ça s'est très mal terminé à cause d'une série d'erreurs qui ne sont pas d'ailleurs propres aux militaires, qui sont plus imputables au Quai d'Orsay, plus imputables au pouvoir politique, au président Macron plus et que à la ses stratégie conseillers, militaire. de ne pas avoir piloté géopolitiquement cette affaire. Il y a eu des avancées sur le plan mémoriel, que ce soit au Rwanda, au Cameroun, en Algérie aussi. Oui, le bilan n'est pas entièrement négatif. Le président Macron a cherché quand même à innover sur plusieurs aspects. Sur le plan mémoriel, par exemple avec le Rwanda, il y a eu le rapport Duclerc qui reconnaît la responsabilité française, les erreurs françaises d'avoir soutenu un gouvernement génocidaire en 1974. Il y a eu aussi cette loi qui vient d'être adoptée récemment pour restituer des objets d'art africains qui ont été pillés pendant la colonisation. Alors ça, c'est positif. C'est vrai que ça n'avait pas été fait auparavant. Donc, il faut rendre grâce à celui qui a décidé ça, et c'est le président Macron. Un dernier mot donc sur ce qui se passe au Kenya, qui est l'une des grandes puissances africaines. C'est l'Afrique qui gagne, hein, dit un ambassadeur. Voilà, vous le disiez, on est très peu présent au Kenya face aux ogres américains, chinois. La France, elle a quelle image là-bas au Kenya? Est-ce qu'elle peut marquer des points? Oui, elle peut marquer des points parce qu'on n'a pas ce passif colonial. Alors c'est quelque chose dont on c'est important alors. Oui, c'est important parce que les chefs d'État, que ce soit Sarkozy, François Hollande et ensuite Emmanuel Macron, n'ont pas bien pris conscience que être un ancien colonisateur était un handicap. Donc c'est un pays comme un autre là. Ils prenaient ça pour un atout en fait. Or au Kenya, on n'a aucune image négative. Et alors j'ajouterais qu'il y a des bases militaires américaines et britanniques au Kenya, ce qui est peu connu. Donc on ne peut pas non plus accuser de s'ingérer militairement dans leur sécurité. Donc on a une image a priori neutre, voire positive. Merci infiniment Nicolas Normand de nous avoir répondu, ancien ambassadeur de France en Afrique, au Mali, au Congo, au Sénégal et auteur du grand livre de l'Afrique paru chez Errols. Merci encore. Merci.